L'aventure sensible. Un parcours imaginé par Julien Bouffier. Descendez la rue vers le tramway. En partenariat avec le Domaine d'eau, Cité européenne du théâtre à Montpellier, et le magazine Snobinard, portons un nouveau regard sur la culture. Là, vous arrivez à la station. Vous vous rendez compte que le dernier tramway est déjà parti. Et du coup, vous décidez de sortir votre papier, votre crayon. Vous voulez vous souvenir de ce que vous avez vu. Et donc, vous allez marquer sur votre papier 5 choses que vous vous souvenez avoir vues. Vous allez commencer les 5 phrases par j'ai vu. J'ai vu des masques. J'ai vu le désespoir. J'ai vu la pauvreté. J'ai vu de l'énergie. J'ai vu des larmes. J'ai vu des rires. J'ai vu la fumée. J'ai vu de la jeunesse. J'ai vu la gêne d'un début d'amour. Ce que vous venez d'entendre en introduction de cette émission, ce sont des instants volés de l'atelier organisé dans le cadre de la première édition de l'Aventure sensible au Domaine d'eau, Cité européenne du théâtre à Montpellier. L'Aventure sensible, c'est un parcours imaginé par le metteur en scène Julien Bouffier et qui se compose de 3 rendez-vous, un spectacle, un atelier et un podcast. Dans cette traversée, les participants sont tour à tour spectateurs, acteurs et critiques. C'est cette 3e approche du spectacle vivant qui nous réunit autour de ce micro. Bonjour à chacune d'entre vous. Je vais vous nommer Kevin, Marie-Christine, Iman, Nicolas, Anastasia et Julien Bouffier. Julien, tu es l'initiateur de cette aventure sensible. Ce parcours qui compte donc 3 volets. Qu'est-ce qui relie ces 3 volets ? Ce qui relie, déjà, c'est un spectacle, évidemment. Et ensuite, comme son nom l'indique, c'est une aventure sensible. Donc ça veut dire que c'est comment on peut faire un voyage avec un spectacle, et de ce spectacle, nous, changer de position en tant que spectateur, en tant que citoyen, par rapport à ce spectacle, et comment finalement un spectacle, c'est pas juste un moment, c'est pas juste un rendez-vous qu'on vit tous ensemble, mais c'est quelque chose qui se prolonge dans sa tête, qui fait des petits, auquel on pense ou on pense pas d'ailleurs, mais auquel en fait on vit avec un petit temps, toujours avec un spectacle, et c'est ça qu'on essaye de travailler ce lien-là avec le domaine d'eau, de comment on peut imaginer que oui, ces temps de spectacle soient pas juste une consommation d'œuvres, mais soit vraiment quelque chose qui participe à je sais pas, peut-être on peut dire des grands mots, de notre émancipation, en tout cas de comment on vit tous les jours dans la société. Pour ce premier opus de l'aventure sensible, notre point de départ, c'est la pièce Vertige 2001-2021, écrite et mise en scène par Guillaume Vincent, une écriture qu'il partage avec les interprètes, issue de la promotion 6 de l'École du Nord à Lille. Le spectacle était joué au Domaine d'eau les 19 et 20 janvier 2024. Il est présenté de la façon suivante sur la feuille de salle. Je vais vous la lire. 2001, Guillaume Vincent intègre l'école du Théâtre National de Strasbourg. 2021, devenu metteur en scène prolifique, il anime un atelier au Théâtre du Nord à Lille, rencontre avec 7 comédiens-comédiennes en devenir et naissance d'un projet d'écriture à plusieurs mains. 2001 redevient le point de départ, ces 7 jeunes gens sont censés intégrer leur école en cette année où dans le grondement du World Trade Center pulvérisé s'ouvre un millénaire. Ils vont revivre à la scène ce que dans la réalité Guillaume Vincent et les spectateurs ont vécu, 2 décennies de bruit et de fureur. Ainsi ce spectacle résonne-t-il de tous les tumultes de l'histoire, mais pas seulement, car ces comédiens-comédiennes en devenir ont 20 ans, des rêves à vivre, des rôles à incarner. Ce sont leurs histoires sur fond d'histoire avec un grand H qui font la trame de Vertige. Ils grandissent, mûrissent, perdent des illusions, vivent en un mot. Mais toujours reviennent à Virginia Woolf, à Brecht, à Tchekhov, refuge contre la peur, la désespérance, au milieu des convulsions du monde. Pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu la pièce, j'ai également demandé à Marc El-Samrani, architecte scénographe, de nous décrire le dispositif scénique dans lequel la pièce prend place. Dès le début, on se rend compte qu'il y a un plateau, un dispositif scénographique plutôt simple. Donc on a un plateau avec un plancher en bois, une table, 2 chaises et un rideau bleu qui s'impose vraiment dans l'espace, qui fait un peu l'élément scénographique phare par la couleur, par la grandiosité de ce rideau qui va rythmer l'espace d'ailleurs au fur et à mesure de la pièce. Et du coup, c'est lui qui va un peu créer ces ouvertures, qui va moduler l'espace, qui va transformer l'espace au fur et à mesure de la pièce.
et qui va permettre aussi en même temps ce brouillage entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc le rideau va disparaître de temps à autre, avec des jeux de lumière, on va voir ce qui se passe derrière. Et il transforme aussi beaucoup l'espace par son mouvement, par les ouvertures qu'il crée, par les accès qu'il permet. Il laisse donc apparaître un deuxième espace derrière qui agrandit beaucoup l'espace de jeu. Le sol est traité de cette même manière pour créer un peu ce floutage entre ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Donc la première partie de la scène est faite d'un plancher en bois avec d'ailleurs des marques qu'on retrouve en général dans le théâtre pour placer les comédiens et les comédiennes. Et ben là, ce plancher disparaît aussi, donc on a des imbrications d'éléments noirs qui font transparaître ce plancher de théâtre et qui reviennent aussi sur ce brouillage entre ce qui est joué par des comédiens et sur un témoignage d'une personne qui raconte une partie de son histoire, de sa vie, d'un récit qui s'est produit. La scéno te permet pas nécessairement de déterminer quand on est dans la fiction, quand on est dans la réalité, elle te fait juste comprendre qu'il y a des passages qui sont possibles et que c'est très poreux entre les deux. Et c'est ça que j'ai ressenti, c'est que tu comprends juste qu'il y a une porosité entre ces deux entités, la réalité et la fiction, mais que tu peux pas nécessairement, à partir de la scéno, comprendre quand ce passage se faisait. Voilà pour ce qui est de la présentation du spectacle, qui donne déjà quelques pistes de lecture à des personnes qui pourraient ne pas l'avoir vu. Mais vous, qui l'avez vu, avec votre regard subjectif de spectateur, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, vous, comment vous le raconteriez, ce spectacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Vas-y Kevin, je sens que t'as envie. Vas-y. Je sais pas. En fait, moi, ce que je vois et ce que j'ai vu dans ce spectacle, c'est que finalement, on a l'histoire d'un groupe de jeunes personnes qui finalement se lancent dans une carrière de comédien. Et donc, on apprend finalement à découvrir cette carrière et cette approche qui est finalement intéressante et un peu éloignée de nous, spectateurs, quand on s'approche à ça. Et on apprend à les suivre et à les connaître dans ce parcours-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on apprend ça, mais on apprend aussi à les connaître comme personnes en tant que telles, et donc à traverser aussi toutes leurs étapes de personnes individuelles, indépendamment finalement de leur carrière, et finalement de toucher cette sensibilité à la fois en lien avec leur profession et ce qu'ils essaient de créer, et en même temps tous les drames personnels qu'ils peuvent traverser, joie comme tristesse, et je trouve que c'est ce qui nous a permis de rendre finalement une approche assez sensible et intime à cet aspect parfois univers qui nous paraît un peu loin. Quand tu parles d'univers de lointain, en fait, c'est parce que le fait qu'on raconte l'histoire de gens qui font du théâtre, est-ce que ça pourrait être quelque chose parce que souvent, nous professionnels, on a peur de se dire qu'on fait de l'entre-soi en parlant de théâtre pour les théâtreux et tout ça. Est-ce que c'est une sensation qui du coup vous n'avez pas eu vous en voyant le spectacle? Oui, en effet, j'ai pas eu cette sensation de distance créée. Alors, c'est vrai que, personnellement, moi qui n'ai pas non plus une grande culture du théâtre et littéraire, j'ai senti en effet qu'il y avait plein de références quand même littéraires et théâtrales qui étaient apportées et qui étaient hyper intéressantes, et je pense que ça a permis d'apporter une complexité au texte, où parfois, en effet, on peut sentir une distance, et parfois on sent en effet qu'on essaie de nous accompagner et de nous apporter justement ce type de culture et d'aspect, tout en ayant en effet la sensibilité de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce domaine-là, qui sont professionnels dans ce domaine-là, et puis j'ai la sensation en tout cas qu'on nous a un peu accompagnés dans cette fenêtre. Oui. Il y a un questionnement aussi qui est assez intéressant. En regardant la pièce, je me suis aussi naturellement questionné sur ma vie, sur les 15 ou 20 dernières années, sur que ce soit en effet, là c'est l'histoire d'une troupe de théâtre, mais c'est des gens qui évoluent ensemble, comme le disait Kevin, avec des joies, des peines, etc. Donc c'est un peu l'histoire quand même de tout le monde. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'est-ce qui est fiction et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce questionnement, parce qu'on sait que la fiction est un grand domaine d'exploration et que tout est un minimum fiction dès que ça passe en souvenir. Donc moi, tout ce questionnement-là et cette déconstruction de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qu'on a vécu, ce qu'on aurait aimé vivre différemment, tout ce questionnement-là est ressorti beaucoup après la pièce. C'est-à-dire, toi, Nicolas, t'as vu comme un miroir, c'est-à-dire que toi, ça t'a renvoyé un miroir, c'est ça, t'as vu un miroir en face de toi, de ce que toi, tu traversais? Oui, moi, je me suis revu il y a 15 ou 20 ans avec une promotion d'études, et de me dire, en fait, on s'est promis de vivre ensemble et l'amitié, et
on a eu chacun des chemins de vie et que tout ce qu'on pensait qui allait arriver ou n'arriverait pas était un vide qu'on ne maîtrise pas. Et en effet, oui, je me suis questionné à un moment dans la pièce sur quelle était, moi, ma lecture de ces 15 ou 20 dernières années. Et vous, et toi, par exemple, Marie-Christine, sur justement ce rapport à l'intime, cet intime et ce théâtre, qu'est-ce que toi ça a fabriqué sur toi, spectatrice? Alors, moi déjà en entendant le témoignage du scénographe, là, je me suis dit que j'aurais aimé être davantage accompagnée pour mieux voir, bon, parce que je manque de culture et de mémoire. Donc j'étais pas toujours censée. Enfin, je me demandais, est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est le texte écrit ou Virginia Woolf ou quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que presque ça me gênait pendant le spectacle de ne pas savoir ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Donc il parle à un moment de ça. Non, c'est toi qui as dit tout à l'heure. On se demande si on fait un peu de l'entre-soi, et ça, c'est un peu une part d'entre-soi. C'est pas perceptible par tout le monde. Et mais toi, ça t'a gêné dans ton aide de spectatrice, c'est-à-dire que toi, tu t'étais un peu à côté. Oui, parce que j'aime comprendre, j'aime, je sais pas, avoir les choses un peu simplement et perceptibles devant moi et me dire là, c'est l'histoire des jeunes. Bon, là, c'est la grande histoire, et là, c'est un texte de théâtre. J'aime bien savoir. C'est personnel comme façon de voir. Sinon, ce qui m'a touchée, parce que je suis vieille, on va dire, c'est aussi la fin du spectacle, parce que ces jeunes se projettent dans la vieillesse. Et les jeunes s'en souviennent pas de ça, je vois. Et, comme quoi chacun est touché par ce qui fait écho dans notre vie. Et de voir des jeunes se projeter comme ça, alors que c'est pas l'essentiel, hein. Mais ça m'a beaucoup touchée, voilà. Parce que tous les jeunes n'ont pas cette façon de s'imaginer vieux. Et toi, Iman? Moi, par contre, je crois que... vieille aussi. Non, mais il y a 20 ans, j'étais pas née encore. Du coup, je ne sais donc, pas. 2001, toi, le World Trade Center, tout ça te dit rien. Non, j'étais pas là. Non, moi, par contre, pour le coup, je crois que j'ai assez vite accepté, et ça m'a plu de plus savoir ce qui était la fiction et la réalité. Et là où je sais que beaucoup sont sentis, que c'était perturbant et tout, moi, je crois que ça m'a plu de plus savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Parce que de toute façon, une fois que quand tu commences à lire beaucoup, à regarder des films, à t'entourer beaucoup de culture et tout, dans tous les cas, la fiction, elle vient nourrir ce que tu vis, ça résonne des fois, et du coup, moi, c'était ultra plaisant, je trouve, de voir que ces textes de théâtre, ils rentraient en collision complètement avec ce qui traversait dans la vie. Et du coup, ça m'a plu, et j'ai assez vite lâché l'affaire de savoir ce qui était vrai ou faux dans ce qui traversait. Il y a des choses qui étaient pourtant très mais là on revient effectivement à ce que disait Marc, scénographe, c'est que on te donne des indices de ça c'est vrai, ça c'est faux. Il y a une chose qui n'est pas dans l'extrait que je vous ai fait écouter, mais il parle notamment, il y a deux éléments. Il y a à un moment donné ce grand rideau qui casse complètement, qui restreint l'avant-scène, et là on sait pertinemment qu'ils sont en dispositif scénique, qu'ils sont en train de jouer et tout ça, et pourtant derrière ça part encore sur quelque chose qui n'est plus du jeu. Donc là il y a un brouillage encore ici. Il parle aussi, on l'a vu, du fameux bûcher de Jeanne, qui est une flamme grossière. On est complètement sur quelque chose qui dit on est au théâtre, et pourtant de tout ça il y a tout s'imbrique, tout se mélange, et effectivement, comme tu dis, Iman, cet entremêlement de fiction et de réalité, elle a posé problème à beaucoup de spectateurs, mais ça fait partie très clairement de l'envie qui était là, visiblement, de mêler. J'ai entendu le metteur en scène qui disait même qu'en fait la première idée de décor, d'espace, était un espace très réaliste. C'était vraiment l'idée de départ de la scénographie. Et que, en fait, très vite, ils se sont rendus compte que non. Probablement pour la question du vertige, pour la question du trouble entre les frontières. Mais quand même, c'est intéressant ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure, par rapport à cette idée du réel et de la fiction. Parce que finalement,
c'est une grande question, et moi, dans ma pratique, c'est évidemment une question que je me pose toujours, c'est est-ce que finalement tout ce qui est sur le plateau n'est pas de la fiction ? Est-ce que de toute façon toutes les paroles que vous entendez, même si c'est des paroles autobiographiques, elles ne deviennent pas fictionnelles ? Est-ce que c'est vraiment si simple de faire la différence de toute façon ? Je pense que dans l'approche de la fiction, justement, on a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire qu'il y a je suis un peu comme Marie-Christine, j'aime bien quand c'est très réaliste. Et tout ce qui est science-fiction, etc., me fait peur. Mais j'ai beaucoup questionné aussi ce jugement-là, parce que de toute façon, en effet, dès que c'est mis en scène, joué ou projeté, ce n'est plus de la réalité, c'est qu'une vision de ce qui s'est passé ou de ce qui a été vécu. Mais à aucun moment, en tout cas, c'est une essence qu'on a soutirée. Donc après, qu'on le tire plus ou moins, c'est un jeu. Mais dans tous les cas, c'est de la fiction. Parce que même, il me semble, il y a des scènes qui reviennent dans le spectacle. Il y a un moment le moment de la première scène, elle revient ensuite, et donc qui n'est pas racontée de la même manière. En tout cas, il y a cette volonté de tourner autour de quelque chose. Donc, est-ce que justement, comme tu dis, effectivement, le fait que tout d'un coup, on est en représentation, donc on change le cadre, on change la manière de montrer, on met des filtres et tout ça. Qu'est-ce que ça provoque chez nous ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que ça nous perd, ou au contraire ça nous rassure, le fait de revoir la même chose et de te dire ah ouais, peut-être que j'ai pas compris la première fois quand on en montrait, mais là je sens bien que finalement je suis plutôt à ce territoire-là que ce territoire-là. Vous dans vos regards de spectatrices et de spectateurs, ça change en fait, cette chose de répétition ou cette chose de comment vous vraiment parce que quand tu dis par exemple Marie-Christine que effectivement tu te troubles parce que là t'essaies de comprendre cette frontière-là ou cette frontière-là, je sais pas, parlons peut-être de justement de cette première scène. Quelqu'un peut me la raconter, la première scène, ou pas ? C'est deux jeunes qui sont autour d'une table et d'une chaise et qui sont en lecture d'un texte et qui semblent préparer une scène, et en fait qui est une scène de sexe, c'est une scène sensuelle en tout cas, et du coup ils sont très embêtés parce que ils se connaissent pas et ils sont très gênés de comment aborder cette scène. Et en même temps on sent que quand même moi j'avais l'impression de sentir déjà qu'ils s'aimaient bien un peu, et que du coup c'était encore plus gênant, et donc il y a cette espèce de gêne partout au milieu de ce texte de théâtre qui est encore plus gênant, et voilà, en tout cas moi je l'ai trouvé très réussi, elle m'a beaucoup touchée. C'était vraiment une très belle scène. Je trouve qu'il annonce bien le spectacle aussi, de dire que en fait là tout va se mélanger et ça va être le bazar entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ensuite, c'était quoi la question ? Je sais plus ce que c'était la question vraiment, mais ce qu'on peut préciser, c'est qu'en effet, il y a des choses éminemment sexuelles, c'est-à-dire que normalement, ils font une fellation, ils la pénètrent, tout ça. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait ça au théâtre, quoi ? Et que donc la scène d'introduction, elle est sur finalement les limites de ce que tu peux montrer ou pas montrer, les limites de ce que tu peux vivre ou ne pas vivre en tant qu'interprète et en tant que jeune interprète. Donc c'est vrai que c'est assez joli, et d'autant plus que cette scène-là, qu'est-ce qu'elle inscrit ensuite ? Comment elle se prolonge ensuite dans le spectacle, ou comment elle se diffuse, elle s'infuse. Si, parce que quand même elle raconte ça, c'est le début d'une histoire. Oui, après du coup on suit toute leur histoire. Oui, c'est passé quelque chose, en tout cas pour ces deux personnages, il se passe quelque chose dans cette scène, et qui après se poursuit, et ils retravaillent cette scène et ils continuent et ils jouent d'autres scènes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils s'aiment aussi dans la vie. Bah oui. Mais donc comment là c'est quand même extrêmement bien foutu. Je veux dire, ce truc de on commence par une scène de théâtre où ces deux jeunes gens donc rentrent à l'école, ne se connaissent pas, c'est leur première scène qu'ils font ensemble, et tout d'un coup il y a une vraie relation qui va se créer entre eux dans la répétition de ce schéma-là, de cette scène-là d'abord, et puis ensuite dans d'autres scènes qu'ils vont travailler ensemble. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est on est vraiment dans la fiction, Donc, on est spectateur de gens qui se préparent à être eux-mêmes acteurs. Et donc, finalement, on voit ce travail de fiction dans la fiction, donc finalement sur une scène qui est initialement sur des personnes qui se connaissent peu ou qui apprennent à se connaître au travers de ce travail de fiction, et qui, du coup, sur les années,
apprennent à se connaître d'autant plus, et donc retravailler cette scène avec des relations et des sentiments qui évoluent l'un pour l'autre fait que cette scène a encore une autre résonance pour l'un et pour l'autre. Et c'est vrai que ce comparatif entre, en effet, deux scènes, même si j'ai pas vu la première scène, est intéressant de voir comment les relations finalement évoluent alors que la scène initiale est la même. Non, pardon, non mais oui, mais en plus c'est drôle, mais après du coup ils jouent Anna et Platonov, donc ils se déchirent et eux aussi se déchirent dans la vie, et donc en fait tout leur couple évolue en fonction de ce qu'ils jouent, et enfin voilà, et du coup c'est assez... Parce que quand la scène revient, c'est-à-dire que donc là, ce que vous n'avez pas vu, parce que t'es un petit peu en retard sur cette scène-là, donc où là concrètement elle dit bon je vais te faire une fellation en fait, parce qu'apparemment ce qui a marqué dans le texte, donc il faut le faire quoi, et tout ça, et que ils reviennent ensuite à la table et il dit en fait le metteur en scène il a trouvé ça pourri quoi, enfin notre prof il a trouvé ça pourri, faut faire autre chose. Donc c'est comment en fait aussi le fait de travailler cette scène-là et de l'avoir montré. Même c'est un échec en fait. Oui. Je veux dire, par rapport à leur relation amoureuse aussi. Et ensuite ça devient complètement des personnages de théâtre avec les personnages de Platonov. Et ça, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir les références pour le vivre? Après, ça questionne aussi la part de réel et la part d'irréel, et la part de soi qu'on met dans le personnage aussi, et de comment le soi aide au personnage ou inversement. Ce qui rejoint complètement la manière dont s'est conçu le spectacle. Ce spectacle-là, qui a été créé avec la promotion 6 de l'École du Nord, devait être au départ un spectacle entièrement conçu sur le texte des Vagues de Virginia Woolf, qui a été un travail qui a été interrompu à cause du Covid. Et c'est suite à ça où Guillaume Vincent a proposé justement aux élèves de l'École du Nord d'apporter leurs propres matériaux, d'apporter leurs propres envies, leurs propres désirs, et de construire quelque chose qui fasse écho à ce que lui, Guillaume Vincent, a vécu effectivement quand il est entré en école de théâtre 20 ans avant 2021. Donc tout ça rejoint finalement au plateau l'histoire même de la conception du spectacle. Après, je pense que justement aussi ça, moi qui ne connais pas du tout les Vagues de Virginia Woolf, et même le texte, une des premières choses qui m'est apparue quand on est arrivé dans la pièce, c'est la puissance des textes, etc. Et je sais que, justement, vu que ce n'était pas toute la pièce et que c'était que des morceaux choisis, leur puissance et leur portée aussi pouvaient être des fois plus fortes que si on avait eu toute la pièce, parce que c'était en effet des morceaux choisis qui étaient cassés à un moment par du réalisme et par des notes d'humour, des notes je sais que j'ai beaucoup ri aussi pendant cette pièce, et que c'était porté par des forts textes. Donc je trouve que cette déconstruction et ce décalage-là permettait aussi de mettre en lumière différemment en tout cas une pièce. La pièce, c'est l'histoire de 7 jeunes qui arrivent en école de théâtre en 2001. Et on va les suivre pendant l'école et après l'école, et c'est les histoires qui les lient. Alors ça, c'est un élément très important. C'est un élément très important du spectacle. Qu'est-ce que c'est ? Un lustre. C'est le lustre. Le lustre arrive à la fin de la première partie, quand on fait un grand banquet et quand on démarre quelques passages des Vagues de Virginia Woolf. Les Vagues, on suit aussi un groupe de personnes, et du coup c'est un parallèle aussi avec nous, ce qu'on a créé à base d'improvisation et de cette histoire de ces personnes qui sont en école de théâtre. Guillaume est parti de nos rêves de comédiens, comédiennes, quand on a commencé à travailler sur Vertige. Et il nous a demandé en fait de beaucoup rapporter de matière. Et voilà, et moi notamment j'ai dit, moi mon grand rêve ce serait de jouer Sainte-Jeanne des abattoirs de Brecht. Et du coup avec Guillaume, ça s'est fait quoi. Du coup on va aller voir le bûcher de Jeanne d'Arc. Le bûcher est ici. Donc c'est le petit bûcher de Jeanne, CF Edwige, qu'on verra souvent dans Vertige. On va évoquer ensemble l'atelier que vous avez partagé dans le cadre de l'aventure sensible. Julien, est-ce que tu peux nous dire comment s'est déroulé cet atelier, qu'est-ce que tu en attendais? En fait, c'était vraiment l'idée de prolonger l'imaginaire des spectateurs et des spectatrices. Et en fait, moi, j'aurais proposé de faire une pratique que j'ai maintenant d'atelier avec les casques, parce que donc j'ai plusieurs spectacles qui sont casqués, hein. Donc les spectateurs ont des casques audio sans fil, et j'aime bien prolonger ça en fait dans les ateliers pour travailler sur une immersion, pour permettre aussi très vite de se désinhiber
et d'être tranquille avec soi, avec tous nos mal-être. Et je leur ai proposé d'écrire des choses en fait dans cet atelier, d'écrire des choses par rapport à leur ressenti, à leur sensibilité de spectateurs, spectatrices. Et donc j'aurais posé pas mal de questions, et à la suite de ces pas mal de réponses qu'ils nous ont données, qu'on a mélangées, qu'on a anonymisées, on en a fait des petites scènes en fait. L'idée était justement de comment on construit par rapport à ces choses qui n'avaient pas de cohérence en fait les unes avec les autres, et comment eux, ils ont essayé de travailler sur une cohérence de leur texte avec des répliques qui ne l'étaient pas, puisqu'elles venaient de questions éparses. Et donc voilà, ça a donné des petits textes qui sont comme des résonances en fait de ce que le spectacle était de Vertige. Et donc vous allez voir, vous allez entendre peut-être des choses que vous allez reconnaître. Et voilà, on va écouter d'abord. On va écouter le premier. On a 2 groupes qui ont travaillé. On va écouter Iman et Nicolas. Ça commence par mes jambes. Tu étais touchante, en donnant l'impression de ne rien faire. Je ne crois pas que la nudité ne soit qu'une question de mode. Ça t'a gêné de me voir nue ? Oui. Tu étais d'accord ? Tu ressemblais à un cheval. Ou une sauterelle perdue. Est-ce toi ? As-tu de l'affection pour ton personnage ? J'ai très envie de faire pipi. Pourquoi t'es venue ? De quoi t'as peur ? J'ai peur d'être prise au dépourvu, de mourir, de la nuit. Pourtant, j'ai vu la vie. L'envie de vivre, le désir de vivre. J'ai peur du noir, j'ai peur de grandir, j'ai peur d'oublier mon texte. J'ai vu la gêne d'un début d'amour. J'ai peur d'être folle. J'ai vu tes seins. J'ai peur qu'on me viole. Je ne cours pas très vite. Merci. Merci. Comment vous en êtes arrivé là, à ce texte-là ? Comment s'est passé l'atelier ? Comment vous avez construit ça ? C'est assez marrant quand on voit le résultat et quand on voit le cheminement, puisqu'en fait l'histoire s'est construite avec des bribes de phrases, avec finalement une tension, je pense, qui ressort un petit peu de ce texte, et beaucoup de questionnements, parce qu'en effet dans l'atelier on s'est beaucoup posé de questions sur ce qu'on avait vu, ce qu'on avait ressenti, sur ce que l'acteur ressent aussi. C'est assez marrant de se dire que ça ressemble à ça, alors que tout le travail au départ était pas avec cette tension forcément. Et puis, oui, que en fait de sensations, de phrases que du coup on avait fait par rapport au spectacle, et on l'a transformé en une scène plutôt concrète où du coup on a imaginé une relation, toute une situation et tout, et du coup c'était intéressant d'arriver jusqu'ici en partant juste de phrases qu'on essayait de mettre dans l'ordre pour que ça veuille un peu dire quelque chose, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est parti du postulat qu'il y avait une relation entre un spectateur et un acteur, donc justement du regard du spectateur sur l'actrice, mais inversement aussi de l'actrice sur le spectateur. Est-ce que ça interfère en termes de relation ? Ça, Julien, c'est quelque chose que tu avais proposé aussi, qui est vraiment toute une histoire qui se crée autour de ces phrases. C'est vrai que en tout cas dans le processus de questions que je posais quand on a fait l'exercice d'écriture, moi je m'étais imaginé une histoire, mais qui n'est pas du tout celle qui a été retranscrite finalement dans les 2 textes qu'on a entendus ou qu'on va entendre. Mais ce que je trouve là, moi quand même assez intéressant après l'écoute de votre texte et après ce qu'on a dit sur le spectacle, c'est qu'en fait on retrouve tout. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que on retrouve tout. Il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais tout ce qu'ils disent en fait, c'est le spectacle. C'est drôle. On va passer au deuxième groupe. Marie-Christine, Anastasia et Kevin, on vous écoute. Comment t'es-tu sentie sur scène ? Je me souviens d'une pièce sombre. Je me souviens du dialogue en entrant. J'ai été touchée par l'émotion de mon voisin.
Ton voisin. Quel voisin? Oui, ce voisin-là. Je crois pas qu'on puisse dire que c'est le meilleur spectacle qu'on ait vu. Je ne crois pas qu'on puisse mettre tout le monde en accord. Mais j'ai été touché par la fragilité. Pourquoi vous êtes venu? Quand tu parlais, tu étais loin. Tu ressembles à ces gens que l'on ne voit pas. Tu ressembles à la personne perdue. Quand vous parlez, vous faites résonner des voix dans ma tête. J'ai peur de ne pas pouvoir te dire les choses. J'ai peur de souffrir. J'ai peur d'être enceinte. Tu ressembles à l'enfant que je n'ai pas. Ça commence par un enchantement. Aurélie! Je me souviens d'avoir envie. Merci. Comment s'est construit votre texte? Comment s'est passé le travail? Un peu dans la douleur. Ah ouais. Quand même, parce qu'au départ, on n'avait pas bien compris la consigne. On avait compris au départ qu'il fallait qu'on raconte une histoire dès le départ. Des spectateurs partent avec un comédien ou une comédienne et qu'est-ce qui se passe entre eux après. Donc, on avait tenu à bâtir vraiment une histoire réaliste en fait. Alors qu'il ne fallait pas, il fallait prendre des phrases un petit peu au hasard enfin, pas au hasard, mais les enchaîner sans qu'il y ait de lien forcément logique entre les phrases, me semble-t-il. Et après, on a eu aussi du mal parce que les personnages n'existaient pas, il n'y avait pas de vraie relation entre les personnages. Et il a fallu passer par une autre phase où on définissait les liens qui existaient entre nous. On a abouti à des liens familiaux, enfin ça s'entend pas forcément, mais quand même, donc c'était compliqué. En tout cas, je pense que la contrainte, elle reste intéressante. Je pense que si on nous avait dit d'emblée que c'était pour produire ce type de texte, on aurait abouti à quelque chose de très différent, peut-être un peu trop contrôlé, peut-être un peu trop travaillé. Alors que là, finalement, on partait de nos émotions, on partait en effet de ce qu'on pouvait ressentir en lien à la fois avec la pièce de théâtre en elle-même, mais comme tu disais Nico tout à l'heure, sur la relation en fait du spectateur au comédien et inversement. Et c'est de partir de ça pour réussir à créer, ou en tout cas nous-mêmes faire notre petite scène. Ce qui en effet était pas simple. On a tricoté, détricoté tout le temps, c'était pas forcément évident. Et l'objectif, je pense, n'était dans tous les cas pas de produire forcément quelque chose d'incroyable, mais en tout cas d'arriver par rapport à nos émotions en lien avec le théâtre, et donc de l'aborder différemment, à essayer nous-mêmes de créer notre petite scénette. Et c'est vrai que je dis pas que l'expérience en effet a été si douloureuse ou si agréable. Exagéré un peu, mais c'était compliqué. Mais en effet, c'était pas le plus simple. Ouais. Par contre, pour moi, le moment le plus intéressant, c'était de mettre le texte en espace. Parce que par hasard, nous avons choisi l'espace de l'escalier, de couloir. Et ça a beaucoup enrichi le jeu, le texte qui était de base assez absurde, abstrait. Et là, cet espace de l'escalier de couloir intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur, entre la rue et l'appartement de chez quelqu'un, je pense que ça résonne avec ces troubles entre frontières de quoi nous avons parlé aujourd'hui, qui étaient aussi présents dans le spectacle, dans cette idée de vertige. Voilà, donc c'était très émouvant. On va repartir sur Vertige 2001-2021 de Guillaume Vincent. Je crois que Julien, tu avais une question à poser à nos participants. Ouais. Une question que je vous ai déjà un petit peu posée pendant l'atelier, mais que j'aimerais qu'on se repose tous, c'est pour vous, comment ça commence, cette soirée de spectacle-là? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a commencé? Je fais exprès d'être vague, hein, bien sûr, pour que vous vous accrochiez sur pas mal de choses. Mais, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la première scène, mais est-ce que c'est ça pour vous, le commencement de cette soirée-là? Alors, il y en a deux qui vont pouvoir nous raconter. Justement. Bien sûr. Justement, en tout cas pour nous qui sommes arrivés un peu en retard et pendant la scène, enfin pendant une scène,
ça a clairement commencé avec des cris. Donc vraiment ce côté très théâtreux, justement, d'une scène qui était, je pense, voulue pour être très théâtrale, avec une femme qui crie en permanence. Et donc bon, en effet, c'était plongé assez rapidement dans cet aspect très grandiloquent parfois qui peut être le théâtre. Et voilà. Et c'est un peu différent, je pense, d'arriver dans une salle de théâtre quand la salle est noire et qu'on a de la culpabilité et de se sentir projeté dans direct l'histoire que quand on est assis, quand on s'assoit, que le spectacle commence. Et bizarrement, je dis pas que je vais arriver tout le temps en retard à un spectacle maintenant, mais j'ai trouvé ça, je me suis senti justement pris dans le bateau qui était déjà en mer en fait. Et j'ai plutôt bien aimé. Non mais c'est bien que vous nous racontiez ça précisément, en effet, c'est super. Mais donc ça s'est passé comment en fait, votre entrée dans la salle? En fait, on a été stoppé à l'entrée parce qu'on ne pouvait rentrer qu'à un certain moment. Donc, justement, quand cette personne crie, j'imagine, parce que ça doit couvrir l'entrée des gens qui rentrent dans la salle. Donc, on a dû attendre, je crois, 15-20 minutes pour pouvoir rentrer. Donc, on a raté tout le début du spectacle. Et pour autant, donc, on n'a pas eu aucun problème à raccrocher les wagons et à se mettre dedans. Mais moi, je sais que... Vous étiez en haut de la salle? On était en haut de la salle, on a pris la rangée où dérangeait personne. Et on s'est vite assis. Est-ce que par curiosité, vous avez écouté aux portes quand vous étiez bloqué avant d'entrer en salle? Non. Non, parce qu'on nous a pas permis non plus d'être aux portes. Après, un jeune homme nous a un petit peu expliqué quel était le sujet qui avait été lancé, que c'était une jeune promotion de théâtre, etc. Et donc nous, on est arrivé au moment où ils étaient choisis. Donc on n'a pas eu la partie d'audition. Je pense qu'il y avait une partie d'audition avant. Et donc nous, quand on rentrait en scène, la promo était construite et ils venaient de se rencontrer et de lancer cette aventure. On a eu 15-20 minutes pour reprendre notre souffle parce qu'on avait couru et que finalement on n'était pas les seuls en retard parce qu'on était 5-6 personnes à être un peu mal à l'aise à attendre et puis se regarder de façon un peu gênante. Mais oui, non, en tout cas c'était une drôle d'introduction. Marie-Christine, comment ça commence? Alors, ça commence par une inquiétude parce que ma fille m'a annoncé le jour même ou la veille qu'elle venait chez moi ce jour-là. Elle dit mince, je vais au théâtre, donc je lui ai pris une place pour le théâtre. Et elle n'est pas vraiment habituée à voir des choses du type de la pièce. Donc je me disais, mince, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'elle va apprécier? Elle n'était pas du tout au même endroit que moi, on était séparés. Donc j'étais inquiète. Et puis j'étais embarquée tout de suite aussi, en fait. Et j'ai complètement oublié ma fille, complètement oublié l'angoisse, et pour partir avec l'histoire. Et toi, qu'est-ce que tu as vu, la première chose que tu as vue? Est-ce que tu te souviens le premier souvenir que tu as de ce que tu regardes? La table, les chaises, les comédiens qui arrivent, qui prennent leur texte, qui commencent à lire. Puis ça commence à être drôle parce qu'on comprend tout de suite que ça va être une scène, que c'est une scène érotique ou sensuelle, etc. Et qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne savent pas comment le jouer. Ça pose aussi la question, puisque moi je suis comédienne amateur, du rapport au texte et à la façon de jouer, à ce qu'on peut faire, ne pas faire. Et toi, Emma? Et moi, ça a commencé, je suis arrivée un peu en avance, pas trop en avance, mais un peu. Du coup, j'ai regardé les gens rentrer dans la salle. Après, j'avais très envie de faire pipi, du coup, j'y suis pas allée. J'ai regretté parce que j'aime pas du tout rater les débuts de spectacle. Et après, c'était assez drôle parce que du coup, devant moi, il y avait un couple de personnes qui n'entendaient pas très bien. En fait, il y en avait un qui n'entendait pas ce que les comédiens ils disaient. Et du coup, il disait à sa femme, ils disent quoi? J'entends rien et tout. Et du coup, elle lui répétait tout ce que les comédiens ils disaient. Wow. Mais sauf que c'était trop drôle parce que du coup, sur scène, il disait je te pénètre. Elle répétait je te pénètre. Elle le suce. Et du coup, avec mon père, on s'est regardé. Il disait non, mais là, ça va pas être possible. Et du coup, elle lui répétait toutes les répliques. Et après, elle a arrêté. Elle lui disait là, il dit quoi? Et du coup, c'était très drôle. Mais en fait, ça rappelle aussi que t'es au théâtre et que t'es avec plein de gens. Et que c'est aussi, en vrai, que c'est aussi ça qui est drôle. C'est d'être assis à côté de gens et d'entendre les gens râler, d'entendre les gens rire, d'entendre les gens répéter les textes. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et de ce que tu as vu sur le plateau, sur scène, c'est quoi la première image qui est un peu inscrite dans ta rétine? Moi, je crois que c'est les deux, parce qu'au début, ils avançaient. Il me semble qu'ils ont avancé, qu'ils ont regardé les spectateurs avant de jouer. Et je crois que ça m'a marqué parce que
Enfin, c'est rare que des comédiens d'abord qui, comme s'ils se présentaient, bon, on est des comédiens et maintenant on va être des personnages. Enfin, ça m'a fait cet effet-là. Donc c'est eux comme ça qui avancent. Et Anastasia, toi, ça a commencé comment? Ça a commencé par absence. par mon absence au spectacle. Et par l'absence de spectacle dans ma vie. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que à travers la pratique de l'atelier, à travers vos discours, j'imagine bien ce qui s'est passé. Et pour moi, ça apporte aussi l'expérience. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que comment on peut voir sans voir quelque chose. Comment on peut créer notre discours, et souvent dans le spectacle, quand les acteurs ils racontent le texte, qu'on ne voit pas, ils racontent une histoire, comment ils peuvent raconter ce texte pour que les spectateurs ils puissent imaginer dans sa tête les images les plus détaillées et vraiment ressentir cette expérience dont il parle. Et donc raconte-moi, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Ça a commencé. C'est quoi l'image que tu te fais dans ta tête? Ça a commencé par le noir, par la scène sur laquelle je peux imaginer une scène du théâtre dans le théâtre, comme mise en abîme, où nous voyons deux acteurs qui se préparent pour jouer la scène sexuelle sensible et qui ont pas mal de troubles et qui sont vraiment gênés et qui gênent aussi la salle, j'imagine. Voilà. Et tu la vois comment, la table, les chaises? Je la vois en stade de la répétition, pas forcément le spectacle qui est déjà prêt, mais les acteurs qui répètent et un peu artisanal, un peu pas forcément trop professionnel, parce que à travers vos discours, j'ai bien compris que ce sont les jeunes acteurs qui se mettent dans ce voyage artistique. Voilà, donc pour moi, c'est les tables, les chaises, je vois ces tables de bois. Et autour de ça, il y a des acteurs qui n'ont pas forcément des costumes, qui sont dans leurs vêtements quotidiens, ouais. Et avec les papiers de texte dans les mains. Voilà. L'aventure sensible, première expérience qui vous fait parler des spectacles sans les avoir vus, c'est génial. Là, c'est effectivement passionnant parce qu'en fait, on a une spectatrice qui donc n'a pas vu le spectacle, on a deux spectateurs qui sont arrivés en retard et d'autres spectateurs qui ont vu le spectacle dans leur intégralité. Et voilà, c'est trois approches sensibles différentes du spectacle. C'est parfait. Alors avec Julien, on avait envie de vous proposer un petit exercice qui est un peu d'aller à l'extrême du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, de parler du spectacle et de ce qu'on a traversé. On va tester donc cette rubrique 30 secondes de mauvaise foi. Donc chacun d'entre vous a en fait 30 secondes pour faire preuve de mauvaise foi. C'est pas mal comme proposition. Je n'aime pas dire du mal des gens. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter. Écoute, on voudrait que tu saches que tout ça, c'est pas contre toi. Dans les duels inoffensifs. Qui veut commencer? Moi, je vais commencer. Nicolas. Là où je me questionne, c'est en effet l'œuvre finie. Est-ce qu'on a assisté à une œuvre finie ou est-ce qu'on a assisté à une œuvre en transition, en sachant que ce soit en termes de mise en scène, il y a beaucoup d'incompréhension. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a compris ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose sur les textes, sur le fait qu'en effet il y a beaucoup de réflexion? On a l'impression que c'est un travail préparatoire avec des jeunes comédiens, et que même les comédiens, finalement, la comédienne qui paraît la plus la meilleure, c'est peut-être celle qui est la plus fragile et peut-être la moins construite dans son personnage. Donc en fait, il y a une vraie barrière de est-ce que c'est un brouillon ou pas. Oh, ça c'est pas très gentil. Allez, 30 secondes de mauvaise foi pour Iman. Moi, je ne comprends pas comment on peut finir un spectacle comme ça avec des comédiens qui se masquent avec leur propre visage vieilli. C'est quand même très particulier et de finir comme ça en ligne en se tenant la main comme s'ils avaient 8 ans sur un texte qui est très beau mais qui devient complètement niais. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. 30 secondes de mauvaise foi pour Kevin.
Moi, ce qui m'a un petit peu alerté, c'est finalement de vouloir toucher un peu tous les sujets sensibles et modernes actuellement, où finalement on aborde tous les sujets sociétaux. Allez, l'homosexualité y passe, les violences conjugales, les attouchements sexuels non consentis, la difficulté d'avoir des enfants avec éventuellement une procréation assistée. Tout y va, quoi. On y est dans la campagne présidentielle où on veut vraiment aborder tous les sujets politiquement corrects. Et franchement, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. C'est pas gentil. Alors, prochaine fois, je m'occuperai de toi avec de vraies balles. Et ça chauffera pour ton cul. Merci à tous les participants. Merci Marie-Christine, merci Iman, merci Nicolas, merci Anastasia, merci Kevin. Merci à Marion et Aurélie qui nous ont accueillis, ainsi qu'à toute l'équipe du Domendo Cité Européenne du Théâtre pour avoir rendu ce parcours possible. Merci à Julien Bouffier. Julien, on peut découvrir ton travail prochainement avec Andy's Gone au Théâtre de la Cité à Toulouse du 26 février au 1er mars et le Théâtre Christian Liger à Nîmes pour Andy's Gone et la Faille le 5 mars et De vos yeux le 27 mars. L'aventure sensible se poursuit au Domendo avec 2 autres rendez-vous à noter pour cette saison. Le premier autour du spectacle Extra Life de Gisèle Vienne qui se joue du 7 au 9 mars, puis autour de la pièce Dissection d'une chute de neige de Christophe Roch du 3 au 5 avril. Toutes les infos par rapport au spectacle et à l'aventure sensible sont à retrouver sur le site domendo.fr. On a déjà hâte de vous y rencontrer et pour les personnes qui aiment la culture autant qu'ils aiment en parler, je vous donne rendez-vous sur snobinard.fr et sur les réseaux sociaux. D'ici là, restez curieux.